Cette semaine, Madame et Série analyse les fondements de la chaîne qui nous a offert nos plus belles heures sérielles, de Six Feet Under au Soprano et à True Detective. Pour cela, nous avons consulté les journalistes Jean-Vic Chaput et Mathieu Rostac, deux des trois auteurs d'un ouvrage consacré à HBO qui a, comme le rappelle son titre, révolutionné les séries. Comment le petit diffuseur de sport et de documentaires a-t-il redessiné les contours de la télévision pour en faire un art majeur à la fin des années 90? Élément de réponse. À l'exception de Twin Peaks et de David Lynch, c'est les premiers à avoir dit « Ok, on va pas s'entourer de personnes qui ont fait de la télé, mais on va s'entourer de cinéastes passés ou en tout cas de gens qui ont envie de faire du cinéma, ou alors en effet de metteurs en scène de théâtre, ou alors même d'écrivains parfois. Et ça donne quelque chose qui n'a jamais été vu à la télé par le passé. C'est une coloration extrêmement autoriste à la chaîne. Je pense à Deadwood, mais je peux aussi penser à Locke. C'est une série pour laquelle ils sont carrément entourés de Michael Mann. Donc tu as David Mills, showrunner, et tu as Michael Mann, cinéaste. Michael Mann, il est connu dans le milieu du cinéma pour être la pire des personnes à manœuvrer. Ça donne une coloration hyper neuve quand tu penses à ces chevaux qui courent au ralenti. Il y a un rapport hyper charnel à la chose. Je sais pas, j'ai pas le souvenir d'avoir vu énormément ça à la télé, quoi. Des ralentis évidemment, mais une symbiose avec un animal, quelque chose d'hyper. En même temps, c'est hyper noir, c'est hyper cynique, parce que ces animaux finissent évidemment pour la plupart par mourir du traitement qu'on leur administre. C'est une manière de faire qui est assez hallucinante dans un cadre serré qui est celui de la télé, et ça donne des séries qui, à l'instar de True Detective, peuvent ressembler à des longs films de 12 heures, et qui par ailleurs, dans une autre sphère, peuvent être vues au cinéma. Les premières séries qui vont un peu marquer l'époque sur HBO vont être des coups de force, donc on pense Sopranos, Sex and the City, Oz, Six Feet Under un petit peu plus tard. En fait, ils attirent, comme showrunner sur la chaîne, pour développer ces séries, ils attirent des gens qui ont été plus ou moins mis de côté par le cinéma, quoi. Toute une bande de scénaristes qui auraient bien tenté leur chance dans le monde du cinéma, qui ont une grosse cinéphilie. Enfin, je pense évidemment à David Chase des Sopranos, qui cite énormément l'influence de Coppola, du Parrain, de Martin Scorsese, de Roman Polanski, de pas mal de cinéma européen, mais qui n'ont jamais pu bénéficier à Hollywood des conditions qui leur permettrait de faire le grand scénario, de tourner le grand film un peu voilà, qui pourrait lancer leur carrière. Donc tous ces gens rappliquent vers HBO pour proposer des projets qui adoptent les codes de la télé, donc sont de la série, mais sont quand même tout à fait irrigués par tout le langage cinématographique. En tête de file de ces artisans de la télévision moderne, deux visionnaires pour deux séries qui ont posé les bases de ce qui fait encore aujourd'hui une série HBO, une œuvre audacieuse et novatrice guidée par la passion. Tom Fontana avec Oz et David Chase avec Les Sopranos, dont chacun apportait quelque chose de très différent et qui jusqu'à présent n'existait pas ou presque pas à la télévision. D'un côté, tu as Tom Fontana qui va arriver chez HBO avec Oz, avec une envie d'hyper-réalisme au point d'être hyper dérangeant, parce qu'à l'époque de Oz, au milieu des années 90, honnêtement, on avait rarement, voire jamais vu une telle cruauté, une telle crudité par ailleurs, à la fois du scénario et par ailleurs de la mise en scène à la télévision. Bon, d'un côté, tu as lui, et juste après, tu as Chase, qui lui, il apporte quelque chose d'encore nouveau, une autre couche, j'ai envie de te dire, dans le gâteau HBO. C'est que lui, il dit, bon, les gars, jusqu'à présent, vous avez fait des choses super, mais vous avez fait des choses super dans un cadre télévisuel, même si vous avez essayé de casser les codes. Aujourd'hui, moi, j'arrive et je vous montre qu'en fait, il est possible, à la télévision, de s'autoriser des plages de séquences de musique hyper longues, des plages de divagation, des plages où on voit Tony le regard perdu dans le vague et ça dure hyper longtemps. Il y a de l'existentialisme là-dedans, il y a un côté hyper Antonioni, il y a un côté hyper Bergman en un sens. Ça, c'est ce qui a nourri Chase et c'est ce qu'il apporte en fait à la fois à HBO et à la fois à la télé avec Les Sopranos. Si Oz et Les Sopranos ont tant marqué les spectateurs, c'est qu'elles ont déployé des histoires denses, pleines d'empathie et de vérité. Elles sont l'expression d'une vision forte délivrée par les auteurs, parfois dans la douleur,
dans les fameuses writers' rooms, les salles d'écriture. L'ambiance était vraiment pas à la rigolade du tout. Chase, c'est pas un type très rigolo, on peut le voir sur son visage. C'est pas quelqu'un qui est trop dans la collaboration. Donc disons que c'est là qu'il est très fort, c'est qu'il a réussi à s'entourer de scénaristes qui aient à la fois une vision hyper forte. On voit Matthew Weiner qui ensuite a fait Mad Men par exemple, entre autres, et qui en même temps était capable de se conformer à sa vision à lui. Donc déjà ça, c'est hyper fort. Ça veut dire qu'à mon avis, le gars est quand même d'un charisme énorme et sait être très convaincant. Et pour ce qui est de l'ambiance à proprement parler dans la Writers' Room, qui est un lieu assez fantasmé dans l'univers des séries télé et par les fans, parce qu'on se dit c'est là le petit laboratoire où tout se crée. En ce qui concerne Les Sopranos, tu as David Chase qui donne une couleur à la scène qu'il veut écrire. Et ensuite, tu as les scénaristes qui vont combler les trous, disons, entre un point A et un point B. C'était souvent une affaire de dialogue, parce que les grandes lignes étaient décidées par David Chase. Alan Ball, sur Six Feet Under, il laissait énormément de marge de manœuvre. Si tu prends Ed Burns et Simon sur The Wire, c'était apparemment l'enfer aussi, quoi. Le bureau de David Simon était fermé la plupart du temps, tu ne pouvais pas aller le déranger. Il te donnait, pareil que Chase, un petit intervalle à combler avec ton savoir-faire d'exécutant, et tu devais te conformer à ça parce que lui savait très précisément où il voulait aller et il était hors de question de changer de cap. De ces accouchements difficiles sont nées des séries complexes qui poussent depuis 2 décennies à la réflexion. Chacune d'entre elles apporte un regard nouveau sur le monde, faisant de HBO une sorte d'université de la vie. Au départ, Oz, ils n'imaginaient pas forcément, ces chants d'HBO, que ça allait attirer du public. C'est quand même trop, voilà, c'est une série qui est trop violente, qui est complètement immorale et qui s'attaque à plein de problèmes politiques de l'Amérique passée et actuelle, sous couvert d'une fable sur la vie en prison. S'il y a un truc qu'HBO a amené, c'est de faire rentrer quand même un peu la littérature et le documentaire, enfin simplement des choses très 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 réalistes, et la politique et la société, en fait le monde, quoi, dans la fiction, quoi. Il y a toujours quand même une espèce de grande histoire derrière, des rapports entre les classes dominantes, les classes dominées. En fait, moi, il n'y a pas beaucoup de séries d'HBO où j'y vois pas quand même une espèce de petite lecture du monde et de la société, de la politique, quoi. Ça, je trouve que c'est vraiment ce qui fait un peu le plus d'HBO par rapport à toutes les autres séries sur d'autres chaînes. De Westworld à The Leftovers ou Game of Thrones, HBO nous nourrit d'univers réalistes ou fantasmés, avec la même envie, celle de nous bousculer et de nous faire réfléchir.